Salut tout le monde, c'est Inside TV, j'espère que vous allez bien, vous n'avez pas le coronavirus ou autre chose. Moi, ça va, je l'ai pas, donc tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de malade mental, la véritable histoire de massacre à la tronçonneuse. Donc je vais vous raconter la véritable histoire du tueur à la tronçonneuse, Ed Gein. Juste avant de vous parler de l'histoire, j'aimerais encore une fois vous remercier tous. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir du fond du cœur. Merci à tous, franchement. Et également, merci à ceux qui veulent me suivre sur Instagram, qui s'affiche juste là maintenant. Suivez-moi en masse également. Merci du fond du cœur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Ed Gein, elle a inspiré de nombreux réalisateurs. Je pense que vous connaissez tous la série de films Massacre à la tronçonneuse ou Texas Chainsaw en anglais, et bien sûr les nombreux remakes qui ont été créés après les films originaux. Personnellement, je les ai tous vus car je suis un grand fan de films d'horreur. Je vous conseille celui qui a été réalisé par Michael Bay en 2003, donc vous mettez Massacre à la tronçonneuse 2003, il apparaîtra. Pour moi, c'est un de ceux qui a été le mieux réalisé de ceux que j'ai vus, bien sûr. Donc si vous voulez en regarder un, je vous conseille celui-là. Et en plus, il y a l'actrice Jessica Biel qui joue le rôle principal dans ce film, donc franchement, c'est un plus, bien sûr, pour ceux qui sont fans de Jessica Biel. Donc voilà, c'est parti donc avec la véritable histoire du massacre à la tronçonneuse. Ed Gein est né au début du XXe siècle en 1906, le 27 août à La Crosse, une petite bourgade située au milieu du bucolique Wisconsin, un état alors tranquille, aimable, boisé, peuplé essentiellement de fermiers et de chasseurs. Augusta et George, qui étaient ses parents, étaient des gens très convenables aux yeux du voisinage. Certes, la mère qui était une femme très bigote, ça veut dire une femme qui avait vraiment ses opinions à elle, vraiment précises, qui changeait pas d'opinion, quoi. Leur apparaissait comme une forte femme au comportement rigide. D'un tempérament dominateur, elle éleva ses deux fils, Henry et Edward, selon le code moral très strict en usage à cette époque. C'était une famille vraiment étrange. À table chez les Gein, on priait debout. Donc imaginez déjà, ils priaient debout les gars et tout. Dans le ménage, c'était Augusta qui portait la culotte et faisait vivre la famille grâce à l'épicerie qu'elle avait ouverte à La Crosse. La petite enfance d'Ed Gein se déroula sans problème. Il se rendait à l'école du bourg à pied avec Henry de 5 ans, son aîné. Donc son frère était plus sociable et plus dégourdé que lui. Augusta leur interdisait de regarder ou de parler aux femmes inconnues qu'ils rencontraient. Donc la mère, c'est vraiment une tarbac, quoi. La meuf, elle leur laissait même pas parler aux meufs qu'ils rencontraient ou aux meufs à l'école, quoi. Alors maintenant, on va voir deux choses étranges qui se sont subies à son enfance. Donc c'est peut-être aussi à cause de ça qu'elle est devenue malade mentale. Mais bon, après, c'est pas une excuse, mais on y vient. Vers 1910, Ed se tenait un jour dans le noir en haut des escaliers menant à la cave de leur maison et faillit tomber à la renverse. Sa mère s'était précipitée et l'avait retenu à cet instant. L'enfant ressentit une sorte d'orgasme. Mais Gein fut certain que quelqu'un l'avait poussé. L'idée que sa mère ait pu tenter de le pousser en bas des escaliers le troubla pendant des années, et il le dira plus tard au psychologue de l'hôpital où il était soigné. Un second épisode trouble de son enfance le perturba pour longtemps. La famille Gein vivait dans l'arrière-boutique de leur épicerie, et c'est dans leur cuisine qu'ils préparaient les légumes et les viandes qu'ils proposaient à leur clientèle. Il n'était pas rare qu'ils tuent des lapins, des volailles et même un cochon dans leur arrière-boutique. Dans leur petit bâtiment arrière, ils avaient installé leur abattoir privé qui était interdit aux enfants. Or, raconte un voisin, Edward Gein, leur fils, attiré par les hurlements d'un porc, jeta un coup d'œil par la porte du laboratoire qui était restée entrouverte. Ses parents étaient en train d'abattre un cochon. Ils étaient couverts du sang de la bête, pendu par les pattes arrière à une poutre du plafond. La mère de Gein, les mains dans le ventre de l'animal, s'était tournée vers la porte et l'avait vu. Cette curiosité lui a valu une sérieuse raclée. Donc vous avez compris, ils avaient une boutique où ils servaient à manger aux gens et tout, et puis comme une sorte de petit restaurant, une épicerie, quoi. De là, ils avaient aussi un bâtiment qui était collé à l'épicerie. Et là, justement, il dépeçait les animaux, il les vidait, tout ça. Ed, il est arrivé un jour et il a vu que la porte était entrouverte, il a vu sa mère plein de sang, son père plein de sang et tout, et puis il a vu l'animal pendu par les pattes à la poutre du plafond. Et donc c'est déjà une image d'horreur de voir ça, surtout qu'il était vraiment jeune. Ted Megham, leur voisin, ajoute que le jeune Edward était un garçon de petite taille, timide, d'apparence fragile et plutôt calme. Il n'avait pas d'amis. La seule chose qui le distinguait des autres garçons de son âge était des crises de fou rire subites
éclatant sans raison sur un registre inapproprié, lui valant d'être considéré en quelque sorte comme l'idiot du village. Bref, pour les habitants de la Creuse, c'était un garçon solitaire, inoffensif, un peu excentrique, honnête et travailleur, mais pas méchant. Alors maintenant, on va parler de leur déménagement à la campagne. C'est vraiment de là que tout a changé et que tout est parti vraiment en couille. En 1914, ayant économisé suffisamment d'argent, Augusta Gain décida de fuir la petite ville qu'elle considérait comme un lieu d'abomination et de perdition. Augusta jeta son dévolu sur une grande ferme isolée en pleine cambrousse à une dizaine de kilomètres de Plainfield, un village d'à peine 600 habitants. Bien que n'ayant pas l'électricité ni l'eau courante, la demeure entourée de champs et de bois était considérée comme plutôt confortable selon les standards de l'époque. Bien qu'Augusta, leur mère, tentait d'éviter à ses fils le contact avec le monde extérieur, elle ne pouvait éviter qu'ils aillent à l'école. Mais elle les en retira dès qu'ils eurent 13 ans, prenant pour excuse le fait qu'elle avait besoin d'eux pour les travaux à la ferme. Si Henry était un élève plutôt médiocre, donc son grand frère, il était vraiment nul à l'école, Edward se révélait comme un élève attentif, solitaire, il aimait lire, adorait écrire et dessiner. Et son imagination prodigieuse lui permettait de s'évader de la terne réalité pour se réfugier dans un monde féerique. Alors que ses petits camarades étaient des gars plutôt bagarreurs et se livraient à des exercices violents, Ed vivait replié sur lui-même et semblait fragile, timide et un peu efféminé. Alors je vous raconte son enfance, vraiment étape par étape, c'est pour que vous puissiez comprendre par la suite ce qui va se dérouler, donc on continue. Malgré la brutalité de sa mère à son égard, Ed s'attacha terriblement à elle. Plus elle le réprimandait, elle le repoussait, plus il l'aimait d'une affection maladive. Il avouera plus tard au psychologue qui l'interrogeait sur son enfance qu'il se masturbait toutes les nuits en pensant à elle. Non, vous avez compris, le mec voilà quoi, en pensant à sa mère. Oh my God. Bref. On continue. Augusta, sa mère, n'avait rien d'un canon de beauté, mais Ed l'adorait. Forte femme aux traits sévères, dépourvue de tendresse maternelle et de charme, elle estimait que le sexe était la pire chose existante au monde et elle avait inculpé à ses deux fils qu'ils devaient rester purs et ne jamais approcher intimement une femme. Elle les chaperonnait de près, veillant à ce qu'ils ne fréquentent aucune fille, même à la sortie de l'office du dimanche, lorsque les jeunes de la contrée se retrouvaient pour flirter, sans penser à mal bien sûr. En tout cas, quoi qu'il fasse, le petit Edward ne parvenait jamais à satisfaire sa mère, ni à gagner son amour. Alors maintenant, on va directement arriver à 20 ans plus tard. Donc ça se passe 20 ans plus tard, on continue. 20 ans plus tard. Des années passèrent monotones et sans histoire. La famille Gain vivait repliée sur son domaine, dur à la tâche, mais ne manquait de rien. Chaque semaine, ils se rendaient à l'office sans jamais nouer de relation avec leurs concitoyens. Excepté un cousin Bob Hill qui venait de temps en temps leur rendre visite, les Gain ne fréquentaient personne et personne d'autre ne savait à quel point cette famille vivait repliée sur elle-même. Pour Ed, à part l'amour incestueux qu'il portait à sa mère, c'était le désert affectif. Mais il lisait beaucoup. Il éprouvait une passion morbide pour lire des livres sur les chivaros, ces chasseurs sauvages et réducteurs de tête. Il s'intéressait aussi à la taxidermie. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la taxidermie? C'est ceux qui empaillent les animaux morts en fait. Comme vous pouvez voir là sur les images. C'est des gens qui empaillent les animaux morts et puis qui les vident, tout ça. Donc voilà quoi. Et c'est très important de retenir ça, qui s'intéresse à ça. Pour la suite de l'histoire là, vous allez voir, c'est vraiment choquant. Le 1er avril 1940, George Gain, le père de Ed, mourut d'une crise cardiaque. Augusta ne le pleura pas du tout, mais son emprise sur les deux garçons, pourtant adultes, devint encore plus tyrannique sans qu'ils tentent de se rebeller. Pour aider leur mère à subvenir aux besoins de la famille, Henry et Ed, alors âgés respectivement de 41 et 36 ans, trouvèrent de petits boulots rémunérateurs dans les fermes du voisinage ou chez les commerçants du village. Considérés comme de bons gars travailleurs et honnêtes, ils servirent ici et là d'hommes à tout faire. Ed, qui se sentait mieux avec les gamins qu'avec les adultes, remplissait volontiers l'office de babysitter, étant apprécié autant par les parents que par les enfants. On va continuer maintenant avec son frère, le frère de Ed. Ça a été un des premiers crimes que Ed a commis. Il a tué son propre frère. Ses relations avec son frère se tendirent lorsque Henry se mit à lui reprocher ses relations un peu trop intimes avec leur mère. S'étant peu à peu émancipé de l'emprise d'Augusta, sa mère donc, l'aîné fréquentait les bars et les filles se moquant ouvertement de son frère, toujours dans les jupons de sa mère. Edward en prit peur et sans jamais l'avouer franchement, sentit monter en lui une haine contre ce pêcheur et ce fornicateur d'Henry. Il avait vraiment la haine contre son frère parce que le mec il faisait que de pécho et tout, et puis lui il n'arrivait pas à pécho et puis
le mec était amoureux de sa mère, donc voilà. Au printemps 1944, ce fut le drame. Un incendie ravagea les environs et le feu vint menacer la ferme des Gaines. Les deux frères luttèrent séparément contre les flammes et une fois le sinistre éteint, Henry fut retrouvé mort. Bien que son corps ne portât aucune trace de brûlure, mais de sérieuses contusions à la tête. Les policiers ne cherchèrent pas à approfondir les causes du décès et l'inspecteur du comté conclut qu'Henry Gaines était mort par asphyxie. On accusa plus tard Edward de l'avoir assassiné. Donc là, il a tué son frère, parce qu'on l'a retrouvé sur le corps de son frère, des contusions au niveau de la tête. Mais vu que les inspecteurs s'en foutaient de cette famille, et surtout de ce drame-là, ils ont clos l'affaire en disant que le mec il s'était évanoui à cause de la fumée, en fait, de l'incendie, quoi. On continue. Dès lors, Edward demeura seul avec sa mère, qui, très affaiblie par 2 attaques d'hémorragie successives, resta paralysé et incapable de toute activité domestique. Ed, qui la chérissait, se montra un fils dévoué, s'occupant correctement d'elle, bien qu'elle passait son temps à l'insulter et à le pousser à bout. Parfois, pour lui témoigner son amour, il se glissait à côté d'elle, dans le lit, elle la caressait, elle l'embrassait, mendiant un peu de son affection, mais ne recevant en retour que des insultes. Donc le mec, déjà qui kiffait sa mère, et en plus il glisse dans son lit pendant qu'elle est paralysée, pour la caresser et tout, non mais... on va y passer quoi. On arrive maintenant à la partie la plus gore. Donc je pense que ça n'a jamais vu un criminel qui a fait des choses aussi gore. Ceux qui veulent quitter maintenant, vous pouvez quitter, mais je pense que vous allez quand même vouloir savoir ce qu'il a fait à toutes ces personnes. Car oui, il y a eu plusieurs victimes. Donc c'est parti, c'est vraiment dégueulasse et ça fait froid dans le dos. Le 29 décembre 1945, sa mère mourut à son tour. Ed avait 39 ans et il se retrouva seul pour la première fois de sa vie. Gaines ne profita pas pour prendre sa liberté, il ne vendit pas sa ferme dont il ne s'occupait plus pour découvrir le monde. Il se contenta de condamner l'étage où avait vécu sa mère sans toucher à quoi que ce soit. Il vécut dans les 2 pièces du rez-de-chaussée dans un désordre incroyable, le plus souvent enfermé dans sa chambre, négligeant peu à peu les travaux indispensables qu'exigeait une exploitation agricole. Laissant tout à l'abandon, il ne se lavait plus, il ne s'occupait plus des animaux domestiques, demeurait vautré des journées entières sur son lit à lire des magazines traitant de sexualité, des revues médicales et des journaux populaires rapportant les atrocités commises par les nazis. Donc en plus de tout ce que je viens de vous dire sur lui, le mec était fan des nazis. Donc ok, on continue. Un jour, il vit un article dans le journal relatant comment un homme avait changé de sexe. Il se mit en tête de changer lui aussi de sexe grâce à la chirurgie afin de pouvoir se glisser littéralement dans la peau de sa mère et devenir sa mère. Un jour, il lut dans le journal local l'annonce nécrologique d'une femme qui venait d'être enterrée à côté de la tombe de sa mère. Pris d'une impulsion subite, il décida de sortir de sa ferme en pleine nuit et d'aller la déterrer afin d'avoir un véritable corps de femme à sa disposition. Il demanda à Gus, son compagnon de bar, le fossoyeur du village, un peu simplet lui aussi, de l'aider à ouvrir la tombe. Durant 10 années, sans jamais être découvert, il poursuivit son travail de nécrophile, parcourant les cimetières de la région pour déterrer de nouveaux corps, généralement au cours des nuits de pleine lune. Donc le mec, pendant 10 ans, il déterre des cadavres dans tous les cimetières de la ville, et il les ramène chez lui, et personne ne remarque rien. C'est vraiment un truc de malade, quoi. Personne n'a remarqué un mec qui porte des cadavres et tout. Bon, après c'est en pleine nuit, ok, mais il n'y a aucun mec qui est passé par là, quoi. Non, mais sérieux, quoi. Ils ont rien remarqué pendant 10 ans, le mec, il a déterré des cadavres et tout. Parfois, il prenait le corps entier, et d'autres fois, il ne s'emparait que de quelques morceaux. Il déclara par la suite avoir déterré 9 corps dans 3 cimetières différents. Les policiers ne le crurent pas jusqu'à ce qu'il ouvre les tombes désignées et découvre que certains corps manquaient à l'appel. Ce qu'il y a de curieux dans le cas d'Edward Gaines, c'est qu'il manque d'appréciation pour les femmes vivantes. Gaines adorait les cadavres, il était devenu ce que l'on appelle un nécrophile. Pourtant, depuis la mort de sa mère, il fréquentait d'autres gens, des femmes surtout. Des enfants aussi qu'il gardait en l'absence de leurs parents contre une petite rémunération. Excellent conteur doué d'une imagination débridée, il leur racontait des histoires dont il raffolait. Durant toutes ces années, nul ne se serait douté de la double vie que menait Gaines. Encouragé par l'impunité dont il bénéficia durant des années, Gaines profita, déterrant à tour de bras, ramenant chez lui des corps de femmes entiers ou en pièces détachées. Ni leur puanteur, ni leur état le gênaient. Collectionneur de cadavres, il les disséminait chez lui, un peu partout, quel que soit leur état de décomposition.
Des corps qu'il conservait, il coupait la tête et les réduisait, comme les Indiens Jivaros dont il avait lu les recettes. En plaçant certaines d'entre elles dans sa chambre, il fabriqua également des abat-jours avec leur peau. Alors, est-ce qu'il a eu des rapports sexuels avec les cadavres féminins? On ne le saura jamais, car questionné à ce sujet, il nia en affirmant qu'elles sentaient trop mauvais. Poursuivant la réalisation de ses fantasmes, notamment celui de changer de sexe, il se fabriqua un vêtement en véritable peau de femme avec un cadavre approprié. Il y entrait comme dans une combinaison et le portait ajusté sur lui pour aller danser dehors les nuits de pleine lune. Donc le mec était vraiment complètement timbré. Il se fait des combinaisons en peau de femme, ils disent en femme là, avec la peau des femmes qu'il a déterrée et tout, et puis il sort les jours de pleine lune pour danser. Ed Gein passa 15 ans ainsi en sauvage, en marge, vivotant dans son monde fantastique, sans autre activité rémunératrice que la garde des enfants et d'autres petits boulots, et aussi grâce à une modique subvention de l'État dédommageant les paysans. Owen, un jeune garçon que Gein gardait parfois, est venu visiter sa ferme. Revenu de sa surprise, il expliqua à ses camarades du village qu'Ed Gein lui avait montré des têtes humaines qu'il gardait dans sa chambre. Il lui avait affirmé que ces têtes réduites venaient de la mer, que c'étaient des reliques de chasseurs de têtes. Lorsque Owen, le petit garçon, raconta à ses camarades ce qu'il avait vu, il ne fut pas pris au sérieux. Il fut même considéré comme un mythomane. Quelques semaines plus tard, deux autres garçons rendirent visite à Ed Gein et virent eux aussi des têtes de femmes, pensant que c'était des masques d'Halloween. Quelques habitants de la petite ville parlaient entre eux à mots couverts des étranges objets que Gein collectionnait. Les plus courageux plaisantaient avec Edward au sujet de ces têtes réduites et Gein confirmait en souriant qu'il en possédait toute une collection chez lui. Mais ses interlocuteurs pensaient qu'il plaisantait sûrement. Mais ce n'est pas tout. Le massacre continue. Eh ouais. Donc là, c'est vraiment comme dans le film. Donc je ne spoil pas le film, mais c'est vraiment comme dans le film. Il a commencé à carrément prendre des personnes vivantes, à chasser vraiment dehors des personnes vivantes. À la fin des années 40, la police du comté fut intriguée par plusieurs disparitions inexpliquées aux environs de Plainfield. Mais les policiers qui connaissaient bien Ed et sa réputation de simplet ne le soupçonnèrent jamais d'en être l'auteur. Le 1er mai 1947, à Jefferson, Georgia Weckler, une fillette de 8 ans disparut sur le chemin entre son école et sa maison. Les policiers, aidés par des centaines d'habitants, fouillèrent sans résultat la ville et ses environs dans l'espoir de retrouver Georgia. Aucun suspect sérieux ne fut interpellé et les seuls indices matériels résidaient dans des traces de pneus relevées près de l'endroit où Georgia avait été vue pour la dernière fois. Ed Gein décida un jour de se procurer un corps plus frais que ceux qu'il déterrait dans les cimetières des environs. Or, une adolescente disparue en octobre 1953 à la Crosse, Evelyn Harley, 15 ans, faisait du babysitting. Son père tenta de l'appeler au téléphone mais elle ne répondait pas. Inquiet, il se rendit à la maison où elle gardait les enfants. Personne ne vint à la porte. Quelques jours plus tard, la police découvrit des vêtements ensanglantés appartenant à l'adolescence. Plus tard, nous saurons que Gein l'avait kidnappée et l'a tuée. En 1954, Gein fut amené à tuer Mary Hogan, une femme qui ressemblait à sa mère physiquement. Il ramena le corps encore frais à la ferme, il le dépeça, l'éviscéra, il le traita en taxidermiste amateur pour mieux le conserver. Personne ne songea à le soupçonner de ce crime. 3 ans plus tard, il abattit Bernice Worden, une haute femme bien en chair. Mais cette fois-ci, la police décida de perquisitionner chez lui. Donc après 40 000 victimes, la police décide enfin d'aller faire une perquisition chez lui. Il était temps, hein. Non mais après 40 000 victimes, les mecs, ils voyaient que dalle, quoi. Ce que les policiers découvrent en entrant chez lui, selon leur rapport, une maison de l'horreur. Ils trouvèrent de nombreux morceaux de corps, des os, des masques funéraires, des organes sexuels, des têtes de femmes, oh mon Dieu, de la peau humaine recouvrait certaines chaises, des crânes décoraient les colonnes de son lit, un bol à l'allure étrange se révéla être le haut d'un crâne humain. Les abat-jours et la corbeille à papier étaient en peau humaine. On y trouva aussi des sexes de femmes desséchés gisant dans une boîte à chaussures. Une ceinture faite de mamelons, des têtes humaines réduites style Jivaros, remplies de chiffons et 4 nez. À leur étonnement, les autres pièces de la ferme étaient propres et inoccupées. Donc
on en trouve des vagins séchés, des têtes humaines, une ceinture en mamelon, 4 nez. C'est quoi cette découverte? Non mais sérieux. Les mecs sont encore vivants, les policiers qui ont découvert ça. Tu découvres ça, tombe dans les pommes directes quoi, tu meurs. Des enquêteurs estimèrent que Gain avait disséqué et mutilé une quinzaine de femmes dont les morceaux naturalisés décoraient son habitation. Le corps de Bernice Worden se balançait suspendu par les pieds à une poutre du plafond. Donc c'est pour ça que je vous disais, écoutez bien le début, quand Ed avait 8 ans et qu'il avait découvert sa mère qui était en train de dépecer le corps du cochon qui était suspendu par la poutre. Et là il a fait la même chose, mais avec une femme qui était bien vivante. C'est vraiment un malade mental. Gain l'avait décapité, éventré et éviscéré. Sa tête fut découverte sous un matelas. Non mais en plus quoi, il l'a accroché à la poutre, il lui a enlevé la tête, il a caché la tête sous un matelas, mais le mec c'est un malade, c'est pas un malade, c'est un monstre, je sais pas ce que c'est. C'est pire qu'un monstre, je sais pas ce que c'est ce mec. Je sais pas comment il a pu exister. Mais l'histoire est bien réelle. Et c'est de là que sont sortis tous les films qui suivent, les massacres à la tronçonneuse, tout ça. Lorsqu'il fut interrogé sur ces meurtres ou des vols des corps dans les tombes, il se montra calme, coopératif, très pragmatique et parfois même joyeux. Il ne concevait absolument pas l'énormité de ces crimes. Gain ne se troubla que lorsque les questions portaient sur les meurtres de Mary Hogan et Bernice Worden et se montra réticent lorsque fut abordé les sujets des rapports sexuels avec les cadavres. La justice ne retint que 2 meurtres au crédit d'Edward Gain avant de le déclarer dément, ça veut dire fou. Par conséquent, il ne fut pas jugé car lors des interrogatoires, il ne semblait pas réaliser que ce qu'il avait fait était mal. Donc le mec, il fut déclaré taré quoi, dément, ça veut dire taré, le mec était taré quoi. Donc ils peuvent pas le mettre en prison en fait. En 1978, Gain fut envoyé au service de gériatrie de Mendota Mental Health Institute. Et il passa des jours heureux jusqu'à la fin de sa vie. Non mais ce moche putain, il passe des jours heureux jusqu'à la fin de sa vie. Ils sont sérieux ce mec, ils auraient pu au moins lui massacrer un peu la gueule ou je sais pas. Non, le mec tranquille, il vit sa best life, après tout ce qu'il a fait. Les médecins le décrivirent comme un patient modèle qui s'entendait plutôt bien avec les autres malades, bien qu'il soit assez solitaire. Il mangeait bien, il lisait beaucoup, il aimait discuter avec les psychiatres et accomplissait avec ardeur des travaux qui lui étaient assignés. Il était aimable et même docile, l'un des rares patients qui ne requérait pas de médicaments pour rester calme, excepté sa manière déconcertante de fixer les infirmières ou les autres femmes qui passaient devant lui. Il était même difficile de dire qu'il était fou. Il mourut, enfin il mourut quoi. Parce que là, avec tout ce qu'il a fait, il vivait sa best life le mec, non mais c'est un malade. Il mourut en 1984 à l'âge de 78 ans d'une insuffisance respiratoire et sa dépouille repose au cimetière de Plainfield à côté de celle de sa mère. Alors petite info, un malade a dérobé la pierre tombale de Ed Gain. Donc le mec il allait sur le cimetière d'Ed Gain, il a pris sa pierre tombale. Il avait que ça à foutre le mec, il avait pas d'autres pierres à voler. Non mais sérieux. Voilà, c'était la véritable histoire du massacre d'Ed Gain. Non mais le mec c'est un malade mental. Donc j'espère que cette histoire vous laissera quand même dormir. En attendant, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et si l'histoire vous a plu, mettez un gros pouce bleu. Laissez-moi un commentaire si vous voulez d'autres histoires de ce style. Quant à moi, je vous dis merci à tous. Fermez bien vos portes et vos fenêtres le soir. On se retrouve à une prochaine histoire.